Deux personnes, liées par l'âme, ne peuvent jamais vraiment se quitter. Carl Jung. Je veux commencer par quelque chose que tu connais déjà, pas quelque chose que je vais t'apprendre. Quelque chose que tu sais depuis longtemps, peut-être depuis très longtemps, mais que tu n'as jamais eu tout à fait les mots pour dire. Quelque chose qui vit dans une zone de toi-même, qui précède les explications et les analyses et les tentatives de comprendre rationnellement ce qui se passe. Il y a une personne, ou il y en a eu une. Et avec cette personne, quelque chose existe ou a existé qui ne ressemble pas à ce que tu as connu avec les autres. Pas nécessairement plus facile, pas nécessairement plus heureux, pas nécessairement sans douleur, sans conflit, sans moment où tu aurais voulu que les choses soient différentes. Mais différent d'une façon fondamentale. Différent dans sa texture même. Différent dans ce que sa présence produit en toi, dans ce que son absence produit en toi, dans cette façon qu'a cette connexion de résister au temps et à la distance et aux décisions conscientes de passer à autre chose. Tu as peut-être essayé de t'en expliquer la nature. Tu as peut-être utilisé des mots comme affinité, ou compatibilité, ou amour, ou connexion profonde. Et tous ces mots sont vrais. Mais aucun d'eux ne capture tout à fait ce dont il s'agit. Parce que ce dont il s'agit n'est pas entièrement dans le domaine de ce que les mots ordinaires savent tenir. Jung avait un concept pour ça. Et ce concept, quand on comprend vraiment ce qu'il contient, change la façon dont on peut lire ce type de lien. Pas pour le rendre plus romantique qu'il n'est, mais pour le rendre plus compréhensible. Pour lui donner un cadre qui respecte sa réalité sans la réduire à quelque chose de plus simple ou de plus gérable qu'elle n'est. Ce que Jung entendait par des âmes liées. Jung ne parlait pas de connexion entre les âmes dans le sens mystique que cette expression évoque souvent. Il n'était pas dans le registre du destin romantique hollywoodien, ni dans celui de la spiritualité de surface qui utilise ces mots pour vendre une idée de l'amour facile et inévitable. Il parlait de quelque chose de précis, de fonctionnel, de psychologiquement observable. Il parlait de deux psychés dont les structures inconscientes se correspondent d'une façon particulièrement profonde. Deux personnes dont les complexes, dont les blessures, dont les zones non développées, ou dont les archétypes dominants entrent en résonance l'une avec l'autre d'une façon qui ne se produit pas avec tout le monde. Qui crée quelque chose d'unique dans la rencontre. Une reconnaissance. Une activation mutuelle. Un sentiment de se voir vraiment. Pas seulement en surface, mais dans quelque chose de plus profond que la surface. Jung appelait parfois cela une connexion au niveau du soi. Le soi, dans sa psychologie, n'est pas le moi ordinaire, pas la personnalité visible, pas l'identité sociale. Le soi est cette instance plus profonde qui représente la totalité de ce que tu es, y compris tout ce qui n'est pas encore conscient, tout ce qui n'est pas encore développé, tout ce qui appartient à ta nature la plus fondamentale et que tu n'as peut-être jamais vu clairement toi-même. Quand deux personnes se rencontrent à ce niveau-là, ça y est, quelque chose se passe qui dépasse la rencontre ordinaire. Ce n'est pas simplement qu'on s'apprécie, qu'on a des points communs, qu'on passe de bons moments ensemble. C'est que la présence de l'autre active quelque chose dans la profondeur, quelque chose qui ne s'était pas activé avant, quelque chose qui ne se désactive pas facilement après. Pourquoi ces connexions ne suivent pas les règles ordinaires? La plupart des relations humaines suivent une logique relativement prévisible. On se rencontre, on se plaît, ou on ne se plaît pas. On s'investit, ou on ne s'investit pas, et si la relation prend fin, elle prend fin. La page se tourne. Le souvenir reste parfois douloureux, parfois chaleureux, mais la connexion elle-même s'atténue avec le temps jusqu'à devenir quelque chose de gérable, quelque chose de rangé. Et les connexions dont Jung parlait ne fonctionnent pas comme ça. Elles résistent au temps d'une façon que les connexions ordinaires ne résistent pas. Elles continuent à occuper une place dans la psyché bien au-delà de ce que les circonstances extérieures sembleraient justifier. On peut ne plus se voir depuis des mois, depuis des années. On peut avoir pris des décisions conscientes et raisonnées de passer à autre chose. On peut avoir reconstruit une vie qui ne contient plus cette personne. Et pourtant, quelque chose reste actif. Quelque chose continue à travailler en dessous. Les rêves. Les pensées qui reviennent dans les moments de silence ou de fatigue, quand la garde baisse et que l'inconscient reprend ses droits. Le sentiment, parfois presque physique, n'est que cette personne est quelque part en train de penser à toi au même moment où tu penses à elle. Les coïncidences qui n'en sont peut-être pas, ces moments où son nom apparaît, où une musique ramène tout, où tu croises quelque chose qui lui appartient symboliquement d'une façon que tu ne peux pas expliquer rationnellement.
Jung n'aurait pas dit que tout cela est de l'imagination ou de la pensée magique. Il aurait dit que c'est la manifestation observable d'une connexion qui existe à un niveau de la psyché que le temps et la distance et les décisions conscientes ne gouvernent pas entièrement. La théorie de la projection est ce qu'elle dit sur ces liens. Pour comprendre pourquoi ces connexions ont cette qualité particulière, il faut revenir à l'un des concepts les plus fondamentaux de la pensée jungienne. La projection. Pour Jung, nous ne voyons jamais les autres entièrement tels qu'ils sont. Nous les voyons toujours à travers le filtre de notre propre inconscient. Et dans les relations intimes, ce filtre est particulièrement chargé de ce qu'il appelait l'anima pour les hommes et l'animus pour les femmes. Ces images archétypales du masculin et du féminin que nous portons en nous depuis l'enfance, façonnées par nos premières expériences d'amour et d'attachement. Dans une connexion ordinaire, la projection existe mais reste relativement légère. On projette quelques éléments sur l'autre, on l'idéalise légèrement au début, puis la réalité s'installe et la personne devient plus clairement elle-même à nos yeux. Mais dans une connexion au niveau du soi, la projection est d'une profondeur différente. Or, ce que tu projettes sur cette personne particulière n'est pas une légère idéalisation, c'est quelque chose d'essentiel. Une image de ce que tu cherches le plus profondément. Une image de partie de toi-même que tu n'as pas encore intégrée. Une image de ce qui te manque le plus fondamentalement. Et c'est pour cela que la connexion a cette qualité de reconnaissance. Ce sentiment de « je te connais depuis toujours alors que vous venez de vous rencontrer ». Ce sentiment de « tu es quelqu'un que je cherchais sans savoir que je cherchais ». Ce n'est pas seulement de la chimie, c'est une reconnaissance psychologique réelle. Tu reconnais dans l'autre quelque chose qui vient de toi. Quelque chose de ta propre profondeur que tu n'avais pas encore vu aussi clairement. Et c'est aussi pour cela que la séparation est si différente avec ce type de lien. C'est parce que quand tu t'éloignes de cette personne, tu ne t'éloignes pas seulement d'elle. Tu t'éloignes de ce miroir particulier, de cette image de toi-même que sa présence rendait visible. Et quelque chose en toi, qui a vu dans ce miroir quelque chose d'essentiel, refuse de simplement oublier ce qu'il a vu. Ce que ne peut jamais vraiment signifie. Je veux être précis sur ce que j'entends par ne peuvent jamais vraiment se quitter. Parce que cette formulation mérite d'être comprise clairement, sans romantisme excessif, sans fatalisme, sans en faire quelque chose qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une prophétie sur ce que vous allez faire. Ce n'est pas une promesse que vous vous retrouverez nécessairement dans la vie extérieure. Ce n'est pas une affirmation que la séparation est impossible ou que toute tentative de passer à autre chose est condamnée à l'échec. C'est une observation sur ce qui se passe à l'intérieur, sur la façon dont la connexion continue à exister dans la psyché indépendamment de ce que les circonstances extérieures font de la relation. Jung avait une façon de le dire qui me semble juste. Il disait que les relations qui se passent au niveau du soi ne se terminent pas vraiment. Elles se transforment. Elles changent de forme. Elles peuvent devenir moins présentes dans la vie quotidienne, moins actives dans le registre des interactions concrètes. Mais elles continuent à exister dans la psyché d'une façon qui influence, qui travaille, qui cherche sa résolution. Et cette résolution, il faut le comprendre clairement, n'est pas nécessairement un retour dans la vie extérieure. La résolution dont parle Jung est une résolution intérieure. Le moment où ce que la connexion avec cette personne a réveillé en toi, les parties de toi-même qu'elle a mises en lumière, les questions qu'elle a ouvertes, les blessures qu'elle a touchées, tout cela a été suffisamment traversé, suffisamment intégré pour que la connexion puisse exister en toi sans te déstabiliser, sans te hanter, sans créer cette tension entre ce que tu vis et ce que quelque chose en toi cherche encore. Pourquoi la douleur de ces séparations est différente? Il y a quelque chose que ceux qui ont vécu ce type de séparation reconnaissent immédiatement et que ceux qui ne l'ont pas vécu comprennent difficilement. La douleur n'est pas proportionnelle à la durée de la relation, ni à son intensité apparente, ni à ce qui s'est passé entre vous. Elle est proportionnelle à la profondeur du niveau auquel la connexion existait. On peut avoir passé peu de temps avec quelqu'un et porter la séparation comme une perte d'une ampleur qui déroute les gens autour de soi. On peut avoir été ensemble des années avec quelqu'un d'autre et tourner la page avec une relative facilité. Ce n'est pas une question de durée. Ce n'est pas une question d'amour au sens quantitatif. C'est une question de niveau. Et quand la connexion était au niveau du soi, la séparation touche quelque chose de fondamental.
Elle ne touche pas seulement à la perte de la présence de l'autre, elle touche à la perte temporaire d'un miroir particulier, d'un espace dans lequel quelque chose en toi se voyait plus clairement, d'une activation de parties profondes de toi-même qui ne s'activent pas de la même façon en l'absence de cette personne. C'est pour ça que cette douleur-là résiste aux consolations ordinaires. Parce que les consolations ordinaires s'adressent à la perte extérieure. Et ce que tu portes n'est pas seulement une perte extérieure. C'est aussi une perte intérieure temporaire d'accès à quelque chose de toi-même. Jung aurait dit que traverser cette douleur, vraiment la traverser plutôt que simplement l'endurer, demande de comprendre ce qu'elle contient réellement. De se demander non pas seulement qui tu as perdu, mais quelle partie de toi-même cette personne rendait visible. Et comment tu peux commencer à accéder à cette partie autrement, en toi-même, indépendamment de leur présence ou de leur absence. Et ce que la synchronicité vient faire là-dedans. Jung a développé vers la fin de sa vie ce concept de synchronicité, qui reste l'un des plus fascinants et des plus difficiles à accepter pour une pensée strictement rationnelle. La coïncidence significative. Le moment où deux événements sans lien causal apparent se rejoignent d'une façon qui a un sens évident pour celui qui les vit. Et il observait que la synchronicité est particulièrement active dans le contexte des connexions profondes. Que les liens qui existent au niveau du soi semblent générer un champ particulier où les coïncidences significatives se multiplient d'une façon qui défie les probabilités ordinaires. Tu penses à cette personne intensément pendant plusieurs jours et tu reçois soudainement un signe de vie après un long silence. Tu étais sur le point de lui écrire et ton téléphone sonne, et c'est elle. Tu te trouves dans un endroit où tu n'avais aucune raison particulière d'être et tu la croises. Des musiques qui lui appartiennent arrivent dans des moments précis où quelque chose en toi cherchait exactement ce rappel. Les rationalistes expliquent ces expériences par le biais de confirmation, par la sélection cognitive, par la tendance du cerveau à créer des patterns là où il y a de la coïncidence aléatoire. Et il y a une part de vérité dans cela. Nous sommes des créateurs de sens. Nous voyons des patterns parce que notre cerveau est construit pour ça. Mais Jung aurait posé une question différente. Il aurait demandé pourquoi ces patterns se concentrent autour de cette personne particulière et pas d'autres. Pourquoi c'est cette connexion précise qui génère cette densité particulière de coïncidence significative? Et sa réponse aurait été que deux psychés engagés dans un même processus de transformation, deux inconscients qui travaillent sur les mêmes questions profondes, créent des conditions où les rencontres entre le mouvement intérieur et les événements extérieurs se produisent avec une fréquence qui n'est pas entièrement aléatoire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Et la différence entre les deux est moins grande qu'on pourrait le penser. Ce que cette connexion demande vraiment à chacun. Voici où Jung serait le plus direct, et où je vais l'être aussi. Une connexion au niveau du soi n'est pas un cadeau sans exigence. Elle n'est pas simplement une belle histoire à contempler ou à célébrer. Ça, elle est une invitation. Et cette invitation a un coût. Elle demande à chacun des deux personnes impliquées de faire un travail. Un travail sur soi. Un travail qui consiste à regarder ce que cette connexion a réveillé, ce qu'elle a mis en lumière, ce qu'elle a demandé qui n'a peut-être pas encore été donné. À traverser les blessures qu'elle a touchées, à intégrer les parties de soi-même qu'elle a rendues visibles, à devenir, grâce à elle, et non pas simplement à travers elle, quelque chose de plus entier. Parce que le danger de ces connexions, et Jung ne l'aurait pas tu, c'est qu'elles peuvent aussi devenir des pièges. Des espaces où deux personnes restent indéfiniment dans la projection, dans l'intensité, dans la douleur et le retour, dans la danse de l'attraction et de la fuite, mais sans jamais faire le travail réel que la connexion les invite à faire. Quand le lien devient un substitut au travail sur soi plutôt qu'un catalyseur de ce travail, il se referme sur lui-même. Il se répète. Il génère de la souffrance sans transformation. Et la souffrance sans transformation est de la souffrance gaspillée dans la vision jungienne. Pas dans un sens moralisateur. Dans un sens fonctionnel, elle consomme sans construire. Elle brûle sans illuminer. La connexion qui ne peut jamais vraiment se quitter n'est pas une invitation à rester dans la douleur indéfiniment. C'est une invitation à faire le travail qui permettra à la connexion, quelle que soit la forme qu'elle prend dans la vie extérieure, d'exister dans quelque chose de plus conscient, de plus libre, de plus entier. Ce que ça veut dire concrètement pour toi ce soir. Si cette personne est dans tes pensées ce soir, si ce que je viens de décrire résonne avec quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, alors il y a une seule question qui compte vraiment.
Pas est-ce qu'on va se retrouver. Pas est-ce que c'est réciproque. Pas est-ce que ça valait ce que ça a coûté. Ces questions sont réelles, elles méritent d'être posées, mais elles ne sont pas la question centrale. La question centrale est celle que Jung aurait posée avec cette précision bienveillante qui lui était propre. Qu'est-ce que cette connexion t'a montré de toi-même que tu n'aurais pas vu autrement? Et est-ce que tu as commencé à regarder vraiment ce qu'elle t'a montré? Pas à travers elle, pas en attendant qu'elle soit là pour te le refléter de nouveau. En toi-même? Dans ce travail intérieur silencieux que personne ne peut faire à ta place. Parce que c'est là que réside la résolution. Pas dans le retour ou l'absence de retour, pas dans le contact ou le silence. Dans ce que tu fais, de ce que cette rencontre a ouvert en toi. Jung disait que les grandes connexions de nos vies ne nous sont pas données pour nous compléter. Elles nous sont données pour nous révéler, pour mettre en lumière ce que nous cherchons encore à devenir, pour nous confronter avec une intensité que rien d'autre ne peut produire à ce que nous n'avons pas encore intégré. Et quand cette révélation est reçue, vraiment reçue, quand le travail qu'elle demande est vraiment commencé, alors quelque chose change dans la façon dont la connexion existe en toi. Elle perd son caractère de hantise. Elle perd cette qualité douloureuse d'inachevé. Elle devient quelque chose d'autre. Quelque chose de plus doux, de plus libre et de plus reconnaissant. Pas parce que les sentiments ont disparu, mais parce que tu es devenu suffisamment plus grand pour les tenir sans en être submergé. Pour les porter comme une partie de ton histoire, plutôt que comme une blessure ouverte. Et cette personne, quelle que soit la place qu'elle occupe dans ta vie extérieure, continue à exister en toi d'une façon qui ne détruit plus, mais qui construit. Qui ne diminue plus, mais qui enrichit. Qui ne te retient plus dans le passé, mais qui t'a donné quelque chose que tu portes en avançant. C'est ça, en fin de compte, ce que deux personnes liées par l'âme ne peuvent jamais vraiment se quitter signifie, dans la pensée de Jung, non pas qu'elles sont condamnées à se retrouver, mais qu'elles se sont donné quelque chose d'irréversible, quelque chose qui continue à vivre dans la psyché de chacune, ou qui continue à travailler, qui continue à transformer, longtemps après que les circonstances extérieures ont changé. Et ce quelque chose, cette trace vivante d'une rencontre qui a eu lieu au niveau le plus profond, est peut-être l'une des choses les plus précieuses qu'un être humain puisse recevoir d'un autre. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Sonnet 4,6